Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, c'est la première de la semaine. Judith Yassondé, épouse Achidi Achou, Véronique Manzoua, épouse Mompé Ambio et Bertrand Pierre Sombou Angoula sont quelques-uns des 6 heureux élus du décret présidentiel de vendredi dernier. Judith Yassondé, épouse de l'ancien Premier ministre et ex-sénateur Simon Achidi Achou, traîne derrière elle un quart de siècle d'expérience, d'abord à Intelcam, ensuite à Camtel. Ça n'intéresse pas. Véronique Manzoua, veuve de l'ancien secrétaire d'État au transport Edmond Mompé-Ambio, a fait ses classes à la caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures avant d'atterrir à la SDP, Société camerounaise des dépôts pétroliers. Ça n'intéresse personne. Dans l'un ou l'autre cas, c'est le lien du mariage qui fait jaser. Bertrand Pierre Sombou Angoula, pour terminer, intrigue par son âge. Tantôt 26 ans, puis 36, et peut-être même 32. Quoi qu'il en soit, c'est la surprise de vendredi dernier. C'est à cette âme bien née que Paul Biya a confié les clés de l'institution de souveraineté qu'est l'École nationale d'administration et de magistrature, à peine y être sortie. Depuis vendredi dernier, les débats s'animent autour de la filiation des 3 nouveaux directeurs généraux. ENAM, Camtel, SDP, les choix du président de la République se discutent. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. ENAM, Camtel, SDP, les choix du président de la République se discutent. Pour en parler, je suis avec Faustine Zouzou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bon début de week-end à tous les téléspectateurs. De semaine. Bon début de semaine, autant pour moi. Oui. À tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, surtout les fidèles d'Equinox Soir. Aussi un bonsoir particulier à Sa Majesté Chenjou de Sokudjou, le faux de Bamenjou qui nous regarde actuellement. Ok, voilà. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Sur ce plateau également, Jonathan Batinguine. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jardin. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui regardent Equinox Télévision et Equinox Soir tous les soirs. Voilà, vous êtes sociologue, hein? Faites bien cela. Et il est là, une fois de plus, ce soir, c'est les Sambaka. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Léa. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les panélistes. Merci de m'avoir invité avec les jeunes. Vous savez que ma préférence, c'est de changer avec les jeunes. Voilà. C'est important pour moi. Voilà, j'ai donc voulu faire ce mélange-là aujourd'hui, parce que nous attendons Abel Eli Bilobé également. Ce mélange-là, jeunes, plus jeunes, et ceux qui ont un certain âge, pour parler de ce qui fait jaser depuis vendredi dernier. Vous, qu'est-ce qui vous a, dans ces 6 décrets du président de la République, vous accrochez aussi à certains noms, bien l'âge, qu'est-ce qui vous a dérangé donc? Ce qui m'embête, c'est que je n'aime pas beaucoup parler des gens, surtout quand je ne les connais pas. Oui. Mais je pense que dans la situation où se trouve le Cameroun aujourd'hui, on devait épargner les Camerounais du doute. Parce que en réalité, ce que on constate aujourd'hui, c'est que les Camerounais doutent. Et à chaque acte du chef de l'État, le doute accompagne cela. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il vit dans une tour d'ivoire où ceux qui n'ont pas traversé un certain palier ne peuvent pas avoir de chance de s'intégrer dans la dynamique que réclament les Camerounais. Donc, on a l'impression que c'est dans un petit cercle que les choses se font. Et ça nous amène au doute. Quand on est en train de douter... Vous parlez de cercle, vous faites allusion à qui là pour les 3 qu'on a cités? Je crois que vous-même vous avez annoncé qu'il y a des épouses de ministres, d'anciens ministres, etc. Oui. Vous voyez? Et je dois dire que... Mais ils sont qualifiés aussi, hein? Absolument, absolument, oui. Comme beaucoup d'autres Camerounais. Oui. C'est-à-dire qu'à la limite, ce sont des postes qui devaient être des appels à candidature. Pourquoi? Parce que si nous prenons par exemple le cas de la télécommunication, nous allons nous rendre compte qu'il y a Orange, il y a Nextel, il y a MTN
qui font beaucoup plus de chiffres que la société mère elle-même camerounaise. Pourquoi? Parce que ils ne se sont pas donné des ambitions. Il faut bien qu'on sache où on veut amener cette entreprise, parce que elle devait être numéro 1, n'est-ce pas? Mais Madame Yansondé, quand même, c'est un produit de la maison. 25 ans. Mais alors, si c'est un produit de la maison pour la continuité, ça pose un problème. Si c'est pour la révolution, je suis d'accord, c'est la raison pour laquelle je dis c'est bien, elle est dans la maison depuis un certain temps, c'est une bonne chose, mais sur le plan des objectifs que l'entreprise veut et des mécanismes qu'on utilise pour être moderne, est-ce qu'il y a cette volonté? Ou alors c'est une volonté de gérer comme par le passé, c'est-à-dire que tout le monde qui arrive vient, il vous dépasse. C'est quand même embêtant de comprendre, de savoir que c'est Camtel qui fournit un certain nombre de choses à ces maisons de téléphonie mobile, mais que cette téléphonie mobile se retrouve dans une situation que Camtel même ne peut pas atteindre. Donc Camtel est déficitaire, les autres, ils sont dans le profit, dans le gain, ils arrivent même à payer des impôts, vous voyez. Donc, quelque part, Camtel devrait s'inscrire dans ce sillage-là d'une entreprise révolutionnaire qui va venir s'asseoir comme l'entreprise mère au Cameroun, faire de bons chiffres d'affaires avec des objectifs précis. À ce titre-là, très souvent, c'est des appels à candidature pour que chacun puisse concourir à cela, ce qui n'empêche pas que quelqu'un qui est dans la maison puisse rester peut-être à un poste de directeur adjoint ou alors à certains postes stratégiques. Mais la révolution qu'on attend, on ne la sent pas venir. Faut-il toujours, on reste avec Cyril Sambaka, il dit qu'on aurait dû lancer un appel à candidature que de puiser dans la maison, surtout pour le poste de directeur général. Oui, bon, moi j'ai un sérieux problème déjà lorsqu'on parle de directeur général d'une école. Ça semble, c'est un peu comme si cette école était une entreprise avec des... Non, restons d'abord au cas de Camtel. Je reste, ça dit, moi je dis que le problème même sur le buzz autour des nominations à la tête des entreprises publiques, le fait que cela pousse le peuple à organiser tout un débat autour... Cyril Sambaka l'a dit. Ça pose déjà un problème. Mais le problème, en fait, c'est lequel? Le problème, c'est que dans certains pays... Mais il faut quand même reconnaître que la Constitution reconnaît au président, dans son article 8, alinéa 10, qu'il nomme aux emplois civils et militaires. Oui, je suis très... Son pouvoir, le président. Je suis très d'accord. Il peut nommer qui il veut. Voilà, pourquoi dans ce débat? Voilà, le débat pour moi est le résultat même de l'absence en fait ou du moins d'un déluge de manipulation que l'État essaye de construire avec le temps pour distraire les Camerounais. C'est ça même l'objet du débat. Parce que dans certains États, je prends peut-être le cas du Nigeria, où plusieurs personnes deviennent milliardaires en construisant des entreprises. Alors ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, dans les industries, s'en foutent éperdument de celui qui va gérer l'université de Lagos. Ils s'en foutent lorsqu'on nomme un ministre. Mais nous sommes dans une nation où le seul lieu où l'on peut devenir riche, c'est l'administration. Donc l'État est devenu le premier pourvoyeur d'emploi. C'est pour cette raison que toute la nation donc commence à s'intéresser à cette entreprise-là qui devrait normalement recruter tout le monde, tous les génies, mais qui malheureusement essaie de faire des recrutements, je dirais, sur la base d'un ensemble de clans, voilà, c'est sur la base des clans, sur la base des affinités, sur la base en fait, il s'agit, moi quand j'observe cette histoire de Camtel, de l'ENAM et autres, je me demande bien une chose. Est-ce que nous avons déjà oublié le scandale financier de la CAN de la semaine dernière? C'est justement de ça qu'il s'agit. Il s'agit que les vraies questions sont désormais oubliées pour laisser place à des questions futures qui n'auraient pas dû intéresser quelqu'un si nous étions dans un environnement sérieux où les gens ont de quoi faire à longueur de journée pour bâtir leur vie, pour s'entretenir, pour se nourrir, pour payer l'éducation de leurs enfants et de la santé. Alors comme nous n'avons pas tout ceci, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui peut rendre quelqu'un milliardaire comme dans d'autres pays, alors on commence à s'intéresser parce qu'étant à la tête de l'ENAM, qui devient une entreprise parce qu'on a désormais un directeur général, un peu comme si nous étions dans une entreprise de téléphonie mobile et autres, les Camerounais commencent alors à croire que tout le monde pouvait ou devait gérer l'ENAM.
Puisque c'est ces lieux-là où, que ce soit l'ENAM, que ce soit Camtel, que ce soit d'autres sociétés publiques ou parapubliques, les gens commencent à croire que, puisque ce sont des entreprises et les uniques entreprises où quelqu'un peut se sentir mieux tout en travaillant, chacun commence à s'y intéresser aux nominations, comme si les nominations n'étaient pas des actes, je dirais, tout à fait simples, qui devaient peut-être passer comme une lettre à la poste, parce que directeur d'une école, moi je veux savoir quoi c'est un directeur d'une école dans une nation où il y a 10 000 entreprises. À quoi c'est un directeur d'une école peut-être en Allemagne? Il y a une université à Francfort. À quoi c'est le recteur de cette université-là à Francfort devant Volkswagen? C'est-à-dire que les grosses entreprises là, à quoi c'est ces directeurs-là? Il y a un sérieux problème dans notre pays. Et ce problème-là, il faudrait que tout le monde le sache. C'est qu'on essaye de créer du débat. L'État le fait exprès. C'est-à-dire qu'on c'est pour oublier le scandale de la CAN. Vous faites oublier le scandale de la CAN. Parce que regardez les qui on a nommé. Vous croyez qu'on a oublié, faut-il? Mais c'est en train de passer. Si c'est en train de passer. On a commencé peut-être sur ce plateau en disant il faudrait qu'on fasse l'audit de cette histoire-là et que les coupables soient arrêtés et punis. Et l'État est resté sourd et muet et on n'en parle plus. Et alors on sort une autre baisse, ce sont les nominations. Alors on prend des jeunes de 26 ans, de 22 ans, de 32 ans, on ne sait même pas exactement parce qu'on sait que ça va parler. Quel âge ils sont. Parce qu'on sait que ça va parler. Et après on balance. Et comme les jeunes ont soif, ils n'ont rien à faire à longueur de journée, ils sont en chômage, ils ont faim, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils sont partout sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui disent qu'on devrait nommer les vieux, il y a ceux qui disent qu'on devrait nommer les jeunes. Mais dites-moi, à quoi peut servir une cuillère de pétrole dans une mer d'eau? Ou du moins, à quoi peut servir une goutte d'eau potable dans une mer polluée? Est-ce que c'est la nomination d'un directeur général à la tête d'une entreprise publique, jeune fut-il, qui viendra changer la situation réelle des Camerounais? Quand vous le regardez dans la rue là, face à face là, vous constatez quoi souvent sur les visages? La frustration, la fatigue, la déception. Alors, est-ce que si on avait nommé Fautine Zonjou à la tête de cette école-là, je viendrais changer les milliards de la CAP qui ont été dilapidés là de ça quelques mois? La réponse est non. Il y a un sérieux problème, c'est que jeune ou vieux, cela ne compte pas pour les Camerounais actuellement. C'est juste que pour chuter, les gens n'ont rien à faire, le pays ne recrute pas, la fonction publique est devenue le seul environnement propice au bien-être, d'où tout le monde observe de près tout ce qui s'y passe. Ok. Jonathan Batenguene, pour Fautine, c'est une grosse diversion, une fois de plus, pour faire oublier les problèmes essentiels, c'est-à-dire le casse du siècle. Ça, c'est une perception. Oui. Peut-être. Puisque ça fait débat, hein? Oui, ça fait qu'on oublie. Nous sommes dans un contexte où l'État, dans ses décisions, anime la place publique. Oui. Et c'est l'État qui implémente ou bien oriente la perception de l'opinion publique au Cameroun. Eh bien, dans ce contexte-là, il est compréhensible que l'État peut avoir décidé dans sa stratégie de gestion du scandale de la CAN d'opter pour un tel casting. Seulement, je veux revenir sur ce qui fait débat. Oui. Le débat en lui-même, quand on le suit, les arguments qui sont posés remettent en question un seul phénomène. Loin de remettre en question les profils. Parce que il y a ce débat qu'on pose. Par exemple, le directeur de Camtel, elle a 25 ans d'expérience. Oui, oui. Cependant, ce qui est... Il y a un problème de profil chez le directeur. Non. L'énorme. Chez eux, ce n'est pas le problème de profil qui est posé. Chez le directeur de l'ENAM, par contre, on dit qu'il n'a pas suffisamment d'expérience. Bon, oui. Mais je veux rester sur un fait, Serge. Est-ce qu'il y a eu un appel à candidature pour déterminer les critères et le job description du postulant? Non, il n'y a pas eu. C'est une décision discrétionnaire qui est... Donc le président est dans son rôle. Le président est dans article son 8, rôle. Oui, il est dans son rôle. Maintenant, il faut rentrer dans le casting en lui-même. Qu'est-ce qui fait peur aux Camerounais? Ce qui fait peur, et c'est ce que je vois, c'est ce que relevait tout à l'heure Cyril Sambaka, c'était le fait qu'on craint qu'il y ait une reproduction sociale au niveau des deux autres, pas au niveau du directeur de l'ENAM, oui. Au niveau des autres. La reproduction sociale en ce moment-là concerne la femme du ministre. Oui. Son mari a été ministre, elle aussi accède à des
positions, à des hautes responsabilités, peut-être parce que le lien du sang, le lien du mariage aurait... Mais elle était quand même directrice adjointe de la CSPH. Je parle là de ce qui fait débat. Oui. Est-ce que c'est des éléments... Est-ce que ce n'est pas un cheminement normal? Est-ce que c'est des éléments objectifs sur Sur ces plans-là, pour ma part, ce n'est pas des éléments objectifs. Oui. Dans ces décisions, il n'y a pas question à quereller la décision ou bien à mettre en débat cette décision. C'est un faux débat qui est né là-dessus. Pour ce qui est du candidat, de celui qui est devenu directeur de l'ENAM, là encore, c'est un débat où je suis un peu étonné. On a deux postures. On a ceux qui disent qu'il n'a pas assez d'expérience. Il aurait dû en avoir pour devenir par la suite d'un cheminement directeur de l'ENAM, parce qu'il serait sorti il y a cela 2 ou 3 ans. Disons comme ça. Est-ce que le job description du directeur de l'ENAM veut que ce dernier ait une expérience? Je n'en sais rien. Ceux qui le disent, est-ce qu'ils ont des preuves que lorsqu'on a assez d'expérience, on gère mieux une société d'État? Je ne pense pas, ou bien une société parapublique, je ne pense pas. Des gens avec beaucoup d'expérience, ça nous a prouvé, sont arrivés avec leur propre réseau d'affiliation. Ceux qui avaient surtout des réseaux d'affiliation, avec ceux qui les ont nommés, sont arrivés pour rendre des comptes plutôt à ceux-là. Et on a parfois été buté au fait que ceux-là qui avaient assez d'expérience, au lieu de diriger à l'avantage du peuple, dirigeaient à l'avantage des réseaux qui les ont installés. Moi, je pense que le directeur de l'ENAM actuel, c'est un bon coup à jouer pour le Cameroun. On ne devrait pas tirer sur lui. On devrait plutôt mettre un accent sur un élément. S'il a été nommé de façon objective sur le plan de ses potentialités, parce qu'il aurait travaillé à la présidence, sur le plan de ses potentialités, alors, sur le cahier de charges qui lui a été assigné, sachons-le, il a un scandale. Il a une série de 3 scandales à effacer de la mémoire collective. On a ces étudiants qui étaient décédés et qui passent, cet étudiant qui était décédé qui passe le concours de l'ENAM. On a... Est-ce qu'il est comptable de ce qui s'est passé avant lui? Non, mais la nomination à l'ENAM intervient dans ce contexte. Oui. Il faut replacer chaque élément. Redorer le blason en fait. Redorer le blason de l'ENAM. Et on prend un enfant qui est sorti de cette école, qui a vécu ça de l'autre côté, et on lui dit, maintenant toi, reproduis le contraire et reproduis-nous quelque chose d'excellent. Je pense que c'est une grosse chance qu'on donne à la jeunesse. Oui. Et ce dernier, au lieu d'agir, parce que c'est très important, il faudrait que le nouveau directeur de l'ENAM, qui est en train de prendre fonction, au lieu d'agir au nom d'une reconnaissance vis-à-vis simplement du chef de l'État, il doit prendre en considération que désormais, il agit en tant que représentant toute une nouvelle vague, c'est-à-dire les jeunes qui demandent à prendre des responsabilités au Cameroun. Ça, c'est un peu la perspective dans laquelle, moi, je pense qu'on aurait dû prendre la nomination de ce dernier à l'ENAM, au lieu de quereller quelque chose qui n'est pas objectif, parce que ça repose sur des subjectivités des uns et des autres. Voilà, il nous a rejoint également sur ce plateau, Abel Elimbilobe. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous arrivez là, on parle de ces 2 dames, Madame Judith Yassondé, épouse à Chidi Achou, directrice dorénavant de Camtel, et il y a Véronique Manzoua, épouse Edmond Mwampeya Bio, directrice de la SCDP. Il y a aussi le cas du directeur général de l'ENAM, 32 ans. Question simple, est-ce que la filiation disqualifie peut vous disqualifier d'une nomination? Oui. La filiation. Pourquoi? Parce que cela crée une certaine émotion dans le pays. Ils sont allés à l'école, non? Peu importe. Ils ont le bagage aussi. Mais vous voyez très bien que ce n'est pas leur bagage qui fait problème, c'est leur filiation. Oui. Vous ne pouvez pas, si vous prenez le régime financier de l'État, ou même par exemple pour celui que beaucoup de gens connaissent maintenant, et c'est une bonne chose, le régime financier des collectivités territoriales, on vous dit que les membres de la famille du maire ou les conseillers municipaux et leurs ayants droit ne peuvent pas être adjudicataires.
des marchés. C'est parce qu'ils n'ont pas de compétences. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de compétences. Parce que c'est du favoritisme. Un point, c'est tout. Et que si je suis maire et que c'est mon épouse qui fait les chantiers, ça heurte la conscience collective. Est-ce que c'est la même chose pour ces C'est quartiers? exactement la même chose. Et nous sommes en train d'aller vers des signaux graves. Si des femmes de ministres peuvent, des épouses, des anciens hauts dignitaires de l'État, qui sont toujours en fonction, Monsieur Achidi Assoussi, je ne me trompe pas, est toujours sénateur. Non, non, du tout. Il ne l'est plus. Non, il n'est plus. Bon, il a été Premier ministre. Elle a été sénateur 5 ans. Il a été également sénateur. Son épouse devient Directrice comme telle. un haut fonctionnaire en charge, etc. Mais pourquoi demain l'épouse du chef de l'État lui-même ne pourrait pas être quelque chose d'autre? Donc nous sommes là dans une dérive qui n'est pas fondée sur le droit, mais qui est fondée sur la sagesse dans la conduite des affaires. J'ai gardé ici ce verset de la Bible qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Ce n'est pas parce que vous avez le droit que ce que vous allez faire de votre droit est bon. L'apôtre Paul dit, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Il s'agit de bâtir une nation. Il s'agit de donner à tout le monde le sentiment que il n'y a pas des gens qui, par leur filiation, par leur naissance, etc., sont prédisposés plus que d'autres. Il s'agit de construire dans le sentiment collectif l'idée d'une égalité de chance. Il s'agit d'enlever dans l'imaginaire populaire l'idée qu'il y a justement ces réseaux d'influence par lesquels il faut passer. C'est de ça qu'il est question. Mais il n'est pas question. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces personnes-là qui sont allées à l'école? Mais écoutez, ces personnes... Les fils du président de la République, ils sont à l'ENAM. Dès qu'ils vont sortir de l'ENAM, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait de Brenda? Qu'est-ce qu'on fait de Brenda et de Junior? Aucun Camerounais Oui. ne refuse le droit à une instruction de haut niveau qui serait l'expression du mérite des individus, Oui. fussent-ils des enfants de grande personnalité. C'est une chose. Une autre est d'avoir un système de gouvernement et une pratique politique qui voudrait que les enfants de haute personnalité leur succèdent aux principales fonctions. Mais vous croyez qu'on est arrivé à Eyadema 1 et Eyadema 2, Bongo 1 et Bongo 2 comment? On y est arrivé comment? On y est arrivé parce qu'à un moment donné, à certaines hautes fonctions publiques, les enfants des chefs d'État se sont retrouvés là et ils étaient de toute évidence en train d'être préparés à la succession de leurs parents. Ça heurte les consciences. Et les consciences populaires ne sont pas des consciences qu'on juge. Vous ne pouvez pas avoir un sentiment populaire qui s'exprime et vous asseyez dans votre tour d'ivoire, trouver des explications ou essayer de démentir les sentiments populaires qui émergent à la suite d'une pratique. S'agissant du directeur de l'ENAM, Oui. il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a eu à la SOTUC quelqu'un qui est sorti de Polytech, qui n'avait rien dirigé, qu'on a nommé là. Et c'est entre les mains de ce monsieur que la SOTUC est tombée. Non, vous ne pouvez pas comparer la SOTUC à l'ENAM. Je suis en train... Mais je parle des postes de direction. Oui, mais c'est pas l'ENAM. L'ENAM tombe quand même la crème. Hein? Que ce soit, et la SOTUC était chargée de transporter la société. Oui. Alors... Oui, on est d'accord, on est d'accord. Laissez-moi l'ENAM quand même... Oui, allez-y donc, Abel. Justement, si vous estimez que l'ENAM est un outil précieux, voilà. Alors ceux qui accèdent à la responsabilité de conduire cet établissement-là doivent être choisis avec la plus grande délicatesse. Premièrement, c'est un établissement où on enseigne. Ce n'est pas un établissement où on fabrique quelque chose. C'est un établissement où on enseigne. Écoutez ce que la Bible dit
à cet effet. C'est très important de savoir que avant le dernier passage. Oui, c'est très important de savoir. Paul dit à Timothée que dans 1 Timothée chapitre 3, le premier verset est suivant. Si quelqu'un aspire à une fonction de surveillant, ici, au sens de la Bible, donc de diriger les gens, conduire les gens, il désire une belle œuvre. Donc c'est une belle ambition. Et Paul donne les conditions. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable. Qu'il soit capable d'enseigner. La Bible le dit. 2018 ans avant que ce monsieur et monsieur Biadet viennent faire des choses de cette nature, le dirigeant doit être capable d'enseigner. Enseigner au sens de montrer la voie, avoir de l'ascendant sur ceux qu'il est appelé à diriger. Oui. Et l'apôtre ajoute que en ce qui, que ce ne soit pas un homme nouvellement converti. Donc, vous avez quelqu'un qui vient d'accéder à la fonction de magistrat. Oui. Qui va avoir la posture et la responsabilité de former, non pas seulement les nouveaux magistrats qui entrent à l'école, y compris le personnel qui travaille là-dedans, parmi lesquels des vieux magistrats chevronnés. Et l'apôtre Paul ajoute autre chose qui doit attirer notre attention. Oui, et le dernier, je vous en prie. Il dit qu'il faut que les assistants ministériels, c'est-à-dire tous ceux qui assistent à la fonction de conduire les gens, soient des hommes dignes. De plus, que ceux-ci soient d'abord mis à l'épreuve. Qu'ils soient mis à l'épreuve quant à leur aptitude, puis qu'ils servent comme ministre. Ok, merci. Donc, il y a même la Bible nous recommande un processus initiatique qui doit amener les gens et non une fonction. Oui. Je prends l'exemple du président Biya. Vous savez en quelle année il a été nommé Premier ministre? En 1975. Très bien. Il avait 42 ans. Il venait d'être quoi? Secrétaire général de la présidence. Oui. Et avant, directeur du cabinet civil. Il y a un processus initiatique aux hautes responsabilités. Il ne faut pas qu'on galvaude la revendication du peuple. Oui. Le peuple, à l'occasion de ces élections, s'est exprimé contre la culture de la gérontocratie. Non pas que les gérontocrates ou ces personnes fortement âgées n'ont pas d'expérience. Et le débat n'est pas que ces hommes expérimentés ont amené le pays dans la tourmente. Alors il faut les remplacer par les hommes inexpérimentés. Okay. Si les hommes expérimentés n'ont pas bien fait leur travail, c'est d'autres hommes expérimentés qui viendront corriger et remettre le pays dans les rails. Okay. C'est une chose. Une autre est de rappeler que il ne faut pas non plus que le président de la République, sous prétexte d'avoir compris le message du peuple, se place dans une posture où il met les jeunes au défi de montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre les jeunes en condition d'accéder à ces responsabilités. Okay. Donc de leur permettre de connaître l'initiation nécessaire. Alors vous prenez des jeunes, sauf si on veut me faire croire qu'on a géré ce pays pendant 36 ans, de telle sorte que on a écarté tous les jeunes des processus initiatiques qui auraient dû être des processus en fin de maturation et nous donner des gens de 35, de 40 ans, de 45 ans, de voire 50 ans, capables de succéder à tous ceux qui ont bâti ce pays et qui ont déjà un âge fort avancé, qui devrait les déterminer à aspirer à se reposer. Ok, merci. Nous, on a des gens de 72 ans, et je termine s'il te plaît. Oui. Qui serait indifférent si on prenait un jeune capitaine qui sort de l'EMIA, qui aura exercé dans une compagnie pendant 2 ans, et on en fait le chef d'état-major général des armées? Vous serez toujours indifférent? Si on prend la faculté de médecine, oui, et on la confie à un jeune médecin qui vient de terminer ses études il y a 2 ans, qui sert comme cadre d'appui à l'hôpital La Quintini, on prend la faculté de médecine du Cameroun, le plus
Merci on la lui confie. Merci. Vous serez aussi indifférent. Merci Abel Bilobe. Siri Sambaka, dites-moi, il y a ce problème véritable. Sumbu Angoula, on va le dire comme ça, beaucoup pensent qu'il est, c'est-à-dire le produit même de ce discours-là que le président a prononcé le 6 novembre. On pensait qu'il faut associer les jeunes aux décisions. De plus en plus de jeunes. Oui. Et il commence par là. Beaucoup prennent Sumbu Angoula comme cet exemple. Non, je pense que... La matérialisation de ce discours, la jeunesse. Si on a bien suivi Elim Bilobe, je crois qu'on est fixé. Oui. On est suffisamment fixé pour comprendre que ce n'est pas la bonne manière. Parce que ce n'est pas des jeunes qui manquent au Cameroun avec de l'expérience pour ce poste. Et il faut savoir distinguer des postes politiques avec des postes techniques. Vous comprenez? Ce monsieur, on l'aurait nommé ministre, ça ne gênerait personne. Mais on l'envoie à l'ENAM, où il y a certaines habitudes, où un genou vient. Vous pouvez vous imaginer ce que ça va donner comme collaboration là-bas. Avec des magistrats, ça va forcément poser des problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, dès lors que le problème, on doit évacuer le doute de la tête des Camerounais quand on pose un acte politique. Parce que le pays se porte mal. Et parce que le pays se porte mal, on a envie de voir quelque chose qui peut donner espoir. Mais pas qui va faire naître le doute. Or, dans le cas d'espèce, nous sommes face au doute. Et c'est ça qui pose problème. Ce monsieur peut arriver. Je ne sais pas si il aura ces possibilités, mais il ne faut pas que demain il soit cité comme le jeune qu'on a essayé d'introduire et qui a échoué. Vous comprenez? Ce monsieur, on le nomme ministre, j'applaudis. Mais directeur de l'ENAM, j'ai des peurs, j'ai des doutes, parce qu'il y a tout un mécanisme là-bas, et puis il y a une hiérarchisation dans ce domaine qui fait en sorte que lui qui est sorti l'année dernière de cette école, il revient la diriger. C'est pour ça que le doute naît. Ce n'est pas parce qu'il a tel âge. Les jeunes ont leur place dans ce pays et des plus hautes responsabilités. Les jeunes ne peuvent pas aller, un gars qui sort par exemple de Polytech, n'est-ce pas, et que l'année d'après, il va diriger Polytech. Donc, il va diriger tous ces enseignants qui il y a un an, l'ont formé, etc. Est-ce que lui-même aura le courage de leur dire quelque chose? Donc, ça fait naître le doute. Et dans la situation que traverse le Cameroun, on doit nous épargner des doutes. Il faut que les populations soient rassurées. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de rassurer les gens. On n'a pas besoin de les mettre dans les doutes. C'est pour cette raison qu'il y a toutes ces spéculations. Et puis, ce qui embête, c'est que nous traversons une période très trouble. Et il en parlait tout à l'heure. L'histoire de la CAN n'est pas finie. Ça ne fait que commencer et ça va se savoir parce que les Camerounais veulent désormais suivre les choses de leur pays. Et ça, c'est à leur avantage. Parce qu'avant, on subissait. Aujourd'hui, on a envie de comprendre pour prendre les bonnes décisions. Donc, il s'avère que pour le moment, nous venons d'assister à quelque chose qui devrait distraire. Parce qu'en réalité, nous devons analyser tout ce qui va se passer clairement, sans oublier que telle chose n'a pas encore été résolue, telle autre doit être résolue. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord que le problème de la CAN ne fait que commencer. Celui qu'on vient de vivre aujourd'hui ne nous situe pas dans l'espoir que les Camerounais devraient avoir. C'est un peu comme si, en attendant que le problème qu'on trouve mieux, nous sommes dans un pays où le chef de l'État a un plafond de verre et il ne connaît pas la base. Donc, il cherche autour de lui, qu'est-ce qu'on peut faire? On a besoin des femmes. Bon, quelles sont ces femmes? Non. Nous avons vu sur vos plateaux ici, des femmes du RDPC se battre, discuter, savoir ce qu'elles disent. Si c'est dans ce parti qu'on doit prendre des femmes, il y a des femmes. Nous les voyons chaque jour. Donc ce n'est pas prendre les deux sont militantes du RDPC. Mais forcément qu'elles sont militantes du RDPC. Mais je ne pense pas que le Cameroun a besoin de colmater. Le Cameroun a besoin de rebâtir des fondations. Le Cameroun a besoin de voir autrement. Le Cameroun a besoin d'un nouveau contrat social.
C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a besoin de ce bouleversement. Parce que si on colmate les brèches, mais ça veut dire qu'on perd du temps, on gagne du temps. On perd ou on gagne du temps. Mais aujourd'hui, le Cameroun a besoin de quoi? Le Cameroun a besoin de retrouver un espoir, une confiance en tout ce qui se passe. Mais quand on voit donc ce qui se passe, on doute. Et quand on doute, c'est perdu d'avance. Ok. Jonathan Batenguene, on va rester à l'ENAM. Hein. Comment le nouveau directeur va instruire, l'évoquait déjà, comment il va instruire le chef de la division judiciaire de l'ENAM, qui est magistrat hors échelle. Lui, il est magistrat premier grade. Prenons ce petit cas de figure. Comment ça va se passer? La question est bien posée. D'abord, j'aimerais clarifier en fait. L'État n'est pas géré sur la Bible. L'État est géré à partir d'une constitution et les lois organiques qui organisent la vie publique. Maintenant, il s'agit là du droit administratif et puis des éléments qui visent à réguler les administrations publiques et les entreprises parapubliques. Une institution comme l'ENAM obéit à un cadre réglementaire. Le magistrat hors hiérarchique, c'est un grade qui a des avantages et des rétributions liées à son statut dans la fonction. La fonction qu'on exerce dans une structure ou une institution nous donne un certain nombre de prérogatives. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le jeu interne des individus, le jeu humain dans l'organisation. Cependant, il y a un fait, et j'aimerais bien insister là-dessus. Le nouveau directeur de l'ENAM est le directeur de l'ENAM. Il n'est pas le genou que vous avez formé. C'est le directeur. Alors, s'il s'exprime en tant que directeur de l'ENAM, fût-ce devant le magistrat hors hiérarchie, ce dernier devra s'exécuter. Au cas contraire, il y a des sanctions prévues, non seulement par la réglementation interne de la structure, mais également par la loi. Parce qu'il n'est pas arrivé là par la volonté de celui qui est censé lui obéir. Donc ça, c'est pour rassurer. Il ne faut pas qu'on amène dans le débat public un certain nombre de subjectivités. Nos subjectivités, c'est nos craintes qu'on peut avoir, qui sont parfois basées sur notre impression de la réalité. Cependant, la réalité peut être tout autre. Et là, on parle d'une réalité réglementée. C'est une réalité institutionnelle et organisationnelle qui a son mode de fonctionnement. Les Camerounais sont aujourd'hui entraînés dans un populisme, Serge. Et c'est malheureux. Parce que ces populismes qui sont parfois le fait de beaucoup d'élites même politiques, visent à apporter des récriminations sur la base de subjectivité de leur propre crainte, sans pour autant toucher des éléments objectifs dans la décision. Tout à l'heure, je parlais, et j'aime toujours prendre cet élément, dans l'évaluation d'une décision comme dans l'évaluation d'un projet, il y a ce qu'on appelle des référentiels. Ici, personne ne m'a donné un référentiel pour mettre en doute les éléments de cette nomination. Ça veut dire que sur le plan réglementaire et sur le plan constitutionnel, nous sommes effectivement dans la gestion de l'État et ce qui participe de son fonctionnement. Maintenant, Élie Bilobert a relevé un point. Il a pris la Bible. Paul lui-même, il est devenu apôtre quand? Il marchait sur un chemin, une lumière l'a frappé, il est devenu apôtre. Il a même eu des doutes. Les gens ont dit, toi là, tu étais un persécuteur hier. Donc, il ne peut pas prendre cet exemple. C'est mal connaître la Bible s'il le prend cet exemple. Paul est devenu un apôtre après les autres et il est devenu le chef des apôtres. D'ailleurs, il s'auto-proclamait le dernier apôtre à avoir vu Jésus. Voilà, donc, pour prendre cet exemple, c'était juste pour lui montrer que prendre des petits passages pour essayer de berner l'opinion publique, ce n'est pas la meilleure posture. Il faut éduquer les populations à ce qui est vraiment objectif. Et l'objectivité se trouve dans les lois, dans les textes internes, dans le parcours du candidat et dans les éléments qui sont liés à la nomination. Ce poste-là, quel est son cahier de charge? Personne ne le connaît ici. Ou bien personne ne l'a dit ici.
Personne ne veut relever que nous sortons de 3 scandales qui ont mis la République dans un sens vraiment inédit dans notre histoire. On a eu des morts qui ont passé le concours de l'ENAM. On a eu des listes publiées par le ministre. Le ministre en question est parti, un autre ministre est arrivé. Et puis, on a eu un concours qui a été tout à fait entaché d'irrégularité. Et ça, personne ne le dit. Tout le monde veut dire, ah, il ça va s'arrêter jeune. avec Sumbu Angoula. Maintenant, il a un challenge, lui en tant que jeune, formé à cette école. Et même si, ici, on veut avoir des craintes sur son résultat, c'est même une bonne chose. Si c'est ce qu'on lui a dit. Comme vous les jeunes, vous demandez les choses, voilà, allez-y. C'est une bonne chose. Parce que maintenant, nous avons la possibilité, à travers Sumbu, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il agisse seulement au nom de lui en tant qu'individu. Il agit au nom de toute sa promotion de l'ENAM. Il doit prouver que cette promotion a les capacités de mener le Cameroun vers un avenir reluisant. Parce que s'il ne le fait pas, ce n'est pas seulement sur lui que le discrédit est jeté, c'est aussi sur la jeunesse. Les aînés qui ont des craintes sur ces résultats, moi je pense que ce n'est pas la bonne posture. Un homme, quand il est nommé quelque part, au lieu d'avoir peur pour ses résultats, ce qui est subjectif bien sûr, il faut l'encourager à avoir des résultats bons. Et ces résultats-là, on les encourage en orientant ses décisions. On aurait pu avoir un autre débat au Cameroun, c'est celui des nouvelles orientations à donner à l'ENAM. Ce jeune, donc, comme on le traite, aurait des éléments objectifs sur lesquels il va travailler. Moi, j'ai pris quelques éléments. Il y a ces concours qui sont entachés de fraude. On l'attend là-dessus. On l'attend également sur la réforme de l'ENAM, parce qu'il faut que l'ENAM ne soit pas seulement cette institution qui reste au niveau de Yaoundé. Nous avons la décentralisation qui est en cours. Okay. Comment penser l'ENAM dans une perspective de décentralisation? Ce sera l'enjeu s'il veut être le directeur qui est en phase avec les changements de notre République. Faut-il toujours, on fait un mauvais procès déjà? C'est trop tôt de juger Bertrand-Pierre Sumbu déjà à ce moment-ci? Oui, justement. Certains pensent qu'il est programmé pour échouer déjà, alors que... Justement, c'est ce que je relevais ici à l'entente de mes propos, c'est qu'on a eu besoin, en le nommant, que ce type de débat se crée dans la République. Ça dit que les vieux qui veulent les jeunes qui pensent qu'on pense à eux et que les vieux contestent, et que les problèmes de fond, personne ne veut en parler. C'est justement ce qu'on avait besoin, parce que ce débat vient confirmer. La mission est en train de justement bien réussir. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, le débat c'est la même chose. Est-ce qu'il a le profil? Est-ce qu'il moi je pense que ce n'est pas ça qui est nécessaire. On connaît ce que c'est que l'ENAM depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Cette école qui était faite pour former des cadres, mais qui est devenue en quelque sorte l'antichambre des pontes du régime où ils envoient leurs enfants pour le succéder demain. Je pense que c'est ce challenge-là qu'on devrait, au lieu de regarder son âge, son origine ethnique et autres, commencer à lui dire voilà tes responsabilités. C'est là où le débat devrait se tourner. Mais quand vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous ai dit que l'État lui-même essaye de produire la pensée que le peuple doit disposer demain matin. C'est-à-dire qu'on peut décider ce soir de ce qui va faire l'objet des débats publics de demain. L'État connaît bien ça. Mais notre rôle ici sur le plateau, c'est toujours de rappeler qu'on n'essaye pas de nous distraire. On va nous donner le cheminement de comment est-ce que ça se passe pour devenir directeur. Moi je suis très déçu lorsqu'il prend la Bible pour référence. Moi je vais dire que moi j'ai été initié pour la toute première fois. J'avais l'âge de 11 ans, j'étais en classe de 6e quelque part à Fotoni, où je suis allé prendre les responsabilités d'une concession là-bas, d'une très vieille concession. Et moi, je n'avais aucune expérience. Sauf qu'avec le temps, j'ai fait des très bonnes choses. Et aujourd'hui, pas seulement ma famille qui en témoigne, mais presque toute la société camerounaise avec ce que je fais sur le plan pratique. Ça veut tout simplement dire que on a nommé un directeur à l'ENAM. On connaît ce que nous attendons de l'ENAM dès à présent. Les anciens qui étaient là n'ont pas pu régler. Moi, je n'ai jamais... Il y a deux éléments sur lesquels je n'aime pas souvent revenir lors d'un débat public. C'est les origines ethniques et ce sont les âges. Là, ça ne m'intéresse pas. Quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine ethnique d'un individu, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont des résultats. Parce que ma grand-mère qui est au village, même si on avait nommé un papa de 70 ans, ça ne serait pas elle. Ma grand-mère qui est au village, même si on avait nommé un Bamenjou, ça ne serait pas moi. Ça veut tout simplement dire que les vraies questions, personne ne veut en parler.
Et je reviens sur ce que dit mon co-panéliste pour dire que parler aussi avec une telle facilité voudrait dire ne pas connaître le Cameroun. Le régime n'a pour aucun objectif de changer les choses à l'ENAM en nommant ce jeune. Je vous ai dit, c'est une stratégie de diversion. Moi, je le rappelle bien avec beaucoup de détails dans mon récent livre Génération manipulée, où j'explique que le seul élément du contrôle social consiste à réfléchir chaque matin comment créer des déluges de distraction afin que les vraies questions politiques, économiques, stratégiques, scientifiques et philosophiques, le peuple ne s'y intéresse pas. Et comme ça, on peut s'élever à Yaoundé. Dans 2 semaines, peut-être c'est un nouveau gouvernement qui va sortir là dans quelques temps. Et puis, on va oublier progressivement le scandale de la CAN pour commenter les ministres qu'on commente depuis aujourd'hui 36 ans et que cela n'a rien changé sur le plan pratique et que ne pensons pas que le nouveau directeur de l'ENAM, tout simplement parce qu'il est jeune ou quoi que ce soit, ou parce qu'il a la volonté, viendra changer quoi que ce soit. Il s'agit d'un problème systémique. Et alors, lorsqu'on entre dans un système, qu'on soit fort ou faible, on marche sur les pas du système. Et notre pays est basé, est conçu de cette manière-là. Nous avons vu des jeunes dans ce pays. On a eu un certain ministre Emmanuel Gérard donc qui était jeune. Il s'est retrouvé à Kondengui. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'on n'a pas osé avec les jeunes. Moi, je n'ai aucun problème avec les âges. J'ai besoin des individus sérieux qui sont venus pour servir la nation. Et moi, je préfère peut-être juger le maçon au pied du mur en laissant ces jeunes-là gérer ne serait-ce qu'un seul concours de l'ENAM. Okay. Peut-être qu'on s'en sortira sans les morts, peut-être on s'en sortira sans les noms qui se retrouvent sur des listes composées le même jour ou à la même heure. Peut-être. Pour moi, c'est comme ça que je vois la nation. Les âges, les ethnies, le clan et tous ces clivages-là, ce n'est que de la distraction. Nous avons besoin de plus que ça. Voilà, ben Limbi Lobin, on ne devrait pas vite juger Bertrand Soumbou. Non, c'est des... Faut l'attendre. C'est des métaphores insensées. Comment ça? Si vous prenez un enfant qui n'a jamais construit un immeuble, vous lui confiez au seul motif qu'il est sorti de l'école d'architecture ou de l'école de pose et chaussée, vous lui confiez un pont de 3 km à construire, vous pouvez être certain qu'il n'y parviendra pas. Il n'y a pas d'improvisation dans l'application du savoir. Le savoir est une construction. Ce n'est pas une conviction. La conviction que je sais. Sinon, on prendrait un enfant de classe de 6e et puis on lui donnerait d'aller passer le bac. Et puis le monde marcherait sans dessus parce que les gens pensent qu'ils ont des convictions. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand je m'appuie sur la Bible, je m'appuie sur une sagesse. Qui est commune à des millions de personnes à travers le monde. Peut-être que certains auraient voulu que je cite leurs propos. Malheureusement, je cite des gens dont la sagesse est ancienne. Merci. Le journal. Bonsoir, Cédric Moufele. Bonsoir, Sage Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Qu'est-ce qui fait donc? Qu'est-ce que vous avez au menu du 20h aujourd'hui, lundi? Ce soir, nous parlerons de ces nominations à problème du chef de l'État du Cameroun, ces jours d'installation du nouveau directeur général de l'ENAM, mais aussi de l'entreprise Camtel. Qui sont-ils réellement? Pourquoi la polémique enfle autour de ces personnes promues à la tête de ces entreprises publiques et établissements publics et les coulisses des nominations avec l'absence très remarquée du directeur sortant de l'ENAM, Linus Toussaint Mangana, qui a été absent durant la cérémonie d'installation? Quelle est la feuille de route qui a été donc tracée pour ces personnalités promues à la tête de ces entreprises publiques? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également la question relative aux pesticides et la production agricole dans la sous-région Afrique centrale. L'utilisation de ces produits chimiques impacte sur la qualité des produits agricoles. Du coup, les produits qui sont issus des bassins agricoles en Afrique centrale peinent à être vendus sur le marché international. Les experts réunis à Douala ont planché sur ce problème. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et nous sommes à une semaine de la fête de Noël et la capitale économique du Cameroun peine à s'illuminer. Les quelques décorations qui sont visibles dans la ville sont jugées peu satisfaisantes par les populations. Vous verrez le décor de Douala à une semaine de la fête de Noël, un décor assez terne. Serge Alain.
Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Cédric Doufélé et toute la rédaction centrale Equinox Télévision va vous servir le 20h. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Tout de suite, madame, monsieur, la pause journal. Et que l'on soit deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Jonathan Batengene, Cyril Sambaka, Fotin Djozou et Abel Elibilobé. Dites-moi, Abel Elibilobé, selon vous, pourquoi il n'est pas venu à cette cérémonie d'Unis Toussaint Mdjana? Je crois que c'est humain, on peut comprendre ça. À partir du moment où nous sommes dans un schéma de mauvaise gouvernance et que les gens vivent sur les pots de banane, on en donne à chacun, on en pose à gauche et à droite. Chacun peut donc se donner la liberté de poser autant de pots de banane qu'il peut quand il peut pour faire mal à ceux qui lui ont fait mal. On peut comprendre que cette décision est ressentie par ce monsieur comme une humiliation. Vu comme pourquoi? Parce qu'il s'est vu refuser l'accès à son établissement ce matin. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. On a dit notre reporter. Je comprends très bien que tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation. On ne peut pas prévoir que le directeur général doit venir et on donne des ordres en amont qu'on ne le laisse pas entrer. Ça veut dire qu'il y a des donneurs d'ordre occultes qui sont dans une logique de règlement d'un problème qui n'est pas un problème officiel, contrairement à ce que disait le jeune Jonathan tout à l'heure, qui ne relève pas des objectivités, parce que la société n'est pas gérée justement seulement par les objectivités. Si c'était comme ça, on mettrait des robots, ils allaient gérer tout le monde. L'homme est subjectif. L'homme n'est pas d'abord objectif. L'homme, c'est d'abord l'essence, c'est d'abord l'émotion. La raison vient réduire la part de cette subjectivité pour amener l'homme à une bonne conduite. D'où l'idée de sagesse. Et contrairement à ce qu'il croit, même s'il n'aime pas entendre, moi je m'exprime pour les millions de personnes qui croient en quelque chose. Et ces gens croient en la Bible. Et la Bible leur dit que dans Proverbe chapitre 20, verset 29, la beauté des jeunes gens, c'est leur force. Et la splendeur des vieillards, ce sont leurs cheveux gris. Puis un autre jeune revient et il dit, et c'est très important, que ceux qui n'aiment pas écouter, écoutent. Un autre jeune, parlant dans le livre de Job, il dit, dans Job chapitre 32, verset 6, c'est important. Il dit, alors Élie, le fils de Barakel, le fils, donc un jeune, le Bouzid, c'est comme si on disait Jonathan, le fils de Limbi, le Sawa. Il dit, je suis jeune en jour et vous êtes des vieux. C'est pourquoi je me suis effacé et j'ai craint de vous exposer mon savoir. Oui, on n'est plus là au niveau. Les jours par... je finis, c'est important. Sur l'absence oui, j'arrive à ça. On ne va pas... Non. Pourquoi il n'est pas venu? Mais j'explique pourquoi. Dans la Bible, les explications se trouvent là. Elle se trouve là. Je ne vais pas les chercher au ciel. Elle se trouve là. Je ne les cherche pas dans la conscience déjà. Alors, je ne pense pas quand même qu'on va prendre l'histoire des Juifs pour venir expliquer les problèmes du Cameroun. Ce sont des mythes et des allégories juives. Il dit, les jours parleront et c'est la multitude des années qui fera connaître la sagesse. Nous sommes dans le domaine où toute cette émotion qui nous a interpellés encore ce soir est liée à la sagesse. La pratique, une décision du chef de l'État qui commence à créer une vague. On voit, il n'est pas exclu qu'on ait d'autres vagues. Il n'est pas exclu que vous ayez des conflits de compétences à l'intérieur de cette école suite à une mauvaise nomination sur le principe, et une mauvaise nomination que je crois intentionnelle, pour justement piéger les jeunes par une caste. Donc vous voulez dire que le chef de l'État a posé un mauvais acte là? Je dis qu'il a posé un très mauvais acte.
Et j'ai l'intime conviction que dans de nombreux secteurs qui l'intéressent particulièrement, il n'osera pas le faire. Il n'osera pas nommer un capitaine ou un commandant à l'état-major général des armées, où siègent des généraux, non seulement plus âgés, plus expérimentés, pour avoir exercé le métier longtemps et avoir vu de nombreux cas. Il ne va pas leur confier la défense de ce pays. Pourquoi il confie la formation des élites à quelqu'un qui lui-même n'a pas un profil élitiste? Mais le ministre l'a dit qu'il a le profil. Le ministre dirait la même chose. Toutes les entreprises qui tombent, les présidents de conseil d'administration ont délivré des quitus. Vous connaissez un président de conseil d'administration qui a dit ici au Cameroun que telle entreprise est mal gouvernée? Ils ont toujours délivré des satisfecits et les entreprises sont tombées. Jonathan Batten, sur cette question, comment comprendre l'absence de Linus aujourd'hui? C'est le fait qu'il soit venu le matin, dans le cadre c'est l'humiliation? Dans le cadre d'une telle cérémonie, pas l'humiliation, c'est un acte de protestation. Oui. C'est-à-dire que si vous vous absentez d'une cérémonie officielle à laquelle vous êtes conviés et où vos chefs, c'est-à-dire tous ceux qui sont vos supérieurs hiérarchiques, sont également partie prenante, lorsque vous vous absentez, c'est considéré comme un retrait volontaire qui signifie une non-approbation vis-à-vis de la cérémonie. Et là, vous prenez la cérémonie ou bien la décision du chef de l'État de l'enlever au poste de DG? Le nom d'abord de la cérémonie, puis de ce qui l'a causé, c'est-à-dire la décision du chef de l'État. Il est dans une posture déjà de protestation. On nous a dit qu'il s'est présenté à son bureau et ce bureau ce bureau lui avait été fermé. Donc on lui a signifié le fait qu'il ne pouvait plus avoir accès à ce bureau. C'est aussi le signe d'une chose, c'est que l'action qui est menée est la conséquence d'une autre action. Ça veut dire qu'il y a une autre procédure administrative qui est en cours. Et laquelle donc? Et je veux juste revenir sur un point. L'aîné Elimbi Lobé est en train de prendre des éléments qui relèvent du domaine de l'organisation des institutions et il veut les placer dans le domaine du populaire. Non, c'est des éléments institutionnels. Quand un directeur n'a plus accès à son bureau, si on lui dit que vous n'avez plus accès à votre bureau, parce que normalement il doit avoir un temps pour la transition, mais si on vous dit que vous n'avez plus accès au bureau, ça veut dire qu'il y a des éléments pour lesquels on ne voudrait plus que vous ayez accès à ce bureau. Mais la cérémonie avait lieu dans l'après-midi. Mais on est là. C'est pas le bureau c'est pas dans le bureau qu'il prend ses vêtements. Les vêtements sont à la maison. Donc il peut se vêtir à la maison pour aller à une cérémonie. Il ne faut pas grand-chose. Il faut ses vêtements. Donc ça, c'est les éléments dont il avait besoin. Et son retrait veut dire qu'il est en train de protester. Cependant, ces gens-là, dans le débat, nous avons questionné toute la décision du chef de l'État. Je voulais prendre un point parce que c'est un point très important. Les directeurs généraux des autres structures, par exemple Camtel. Non, on va y revenir. Je vais vous passer la parole. Fauting, sur cette manière, c'est une bonne façon pour lui de protester là? Moi, je ne sais pas venir. Je ne sais pas. Ces deux tutelles, on va le dire, étaient là. Je ne sais pas déjà contre quoi il proteste. L'ENAM n'est pas une propriété familiale. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression aux Camerounais que les institutions, les entreprises et d'autres grandes structures appartenant à l'État sont des propriétés des individus. Elimbi Lobé a parlé d'humiliation parce que le matin il se présente, on lui dit vous n'avez pas parce que c'est ce qui se trame. Moi je reste encore jusque là. J'aimerais encore garder une certaine lucidité. Moi je suis chef d'entreprise. Je peux décider demain de limoger le comptable demain matin. Et quand il se présente à 6 heures pour remettre les clés de la comptabilité au nouveau comptable, je lui dis il faut attendre en bas. Mais est-ce que c'est son entreprise? Est-ce que l'ENAM est la propriété de quelqu'un? Il ne faudrait pas que lorsqu'ils font des guerres là en haut, dans des clans qu'ils ont eux-mêmes constitués et que ce clan produit lui-même les mécanismes ou encore, je dirais, les causes de sa propre destruction, on essaie de mêler les Camerounais dans de tels problèmes. L'ENAM n'est pas la maison de sa mère. Il y a un nouveau directeur.
si on a jugé qu'il est utile, peut-être parce qu'il y a des documents dans son bureau qu'on n'aimerait plus qu'il ait accès, peut-être parce qu'on va utiliser pour telle ou telle enquête et qu'il ne doit pas avoir accès à ce bureau. Mais je ne pense pas que ça doit faire un problème pour lui refuse de venir faire la passation des services. Et si même la passation des services était une obligation, ou sa présence devrait être obligatoire, il faudrait même qu'il soit poursuivi. Nous sommes arrivés dans un état où il y a un ensemble d'individus qui pensent que pour le fait qu'il soit un jour ministre, il devrait l'être toute la vie. Et si on l'enlève d'un poste de ministre, il faudrait qu'on le nomme directeur général quelque part ou chargé de telle commission, de telle commission. Il faudrait que les gens sachent que les fonctions sont des fonctions. On peut te donner une fonction comme on peut l'enlever demain matin et tu rentres où tu étais. Nous avons vu en Afrique des ministres qui sont rentrés enseigner à l'université sans avoir aucun problème. On a vu des directeurs généraux en Afrique qui sont rentrés dans des collèges enseigner où ils étaient avant qu'on les récupère pour les nommer à la tête d'une entreprise. On a vu le président centrafricain, Touadéra, moi je le cite, aller à l'université enseigner en tant que chef d'État. Mais pourquoi nous sommes dans un environnement où quelqu'un pour avoir eu un petit titre de directeur général adjoint pense qu'il est déjà au ciel et qu'il n'a plus besoin. Mais ça dit que ces gens-là, il faudrait que le peuple, à un moment donné, commence à éduquer son élite. Parce que cette élite-là semble être plus malade que le peuple. Le fait, Jonathan parle des règles institutionnelles. Mais est-ce que ces règles sont même d'abord respectées? Mais ces règles sont violées et violentées tous les matins, violentées tous les jours, et que personne n'ose parler, et on préfère souvent surfer sur des faits divers, comme son absence qui pour moi constitue un épiphénomène au problème de l'ENAM, parce qu'il faut dire que c'est sur le règne de ce directeur-là que l'ENAM a eu des morts passés les concours, des personnes présentes dans deux listes qui ont été composées à la même heure. Et un nouveau directeur est arrivé qui pose encore un problème, peut-être parce qu'il est plus jeune, semble-t-il, peut-être parce qu'il vient du sud, semble-t-il, peut-être parce qu'il est le cousin ou le neveu de tel, semble-t-il, et du centre. Moi, je pense que les vraies questions restent pour chuter. Est-ce que ce régime actuellement à Yaoundé depuis 36 ans est capable d'amener les Camerounais vers le bonheur? Celui qui va répondre à cette question saura désormais avoir une lucidité face aux faits de ce pays. Sidi Sambaka, est-ce que Linus Toussaint Mendiana ne s'est pas tiré une balle au pied quand on sait que beaucoup rebondissent souvent après? Parce qu'on se plaint que c'est les mêmes qui reviennent. Est-ce que l'acte qu'il a posé aujourd'hui, c'est une espèce de fin, entre guillemets, sa carrière? L'ENAM, c'est quoi? L'administration camerounaise, c'est quoi? C'est le prolongement de la colonisation. C'est une école coloniale que les colons ont mis en place pour qu'ils occupent des postes au niveau de l'administration. Et on a pris cette habitude d'avoir des gens qui ont des titres, mais qui sont accompagnés de conseillers. On a vu ça dans l'administration camerounaise. Ça a commencé par des conseillers occidentaux. Ensuite, je ne suis pas dans cette administration, mais je sais que très souvent, les gens se contentent de leur titre. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer les échecs répétitifs? Comment est-ce que des gens qui ont été formés, qui savent quels sont les objectifs qu'ils sont supposés atteindre, vous dites en même temps que je suis ligoté pour expliquer un certain nombre de choses? On ne comprend pas cela. Donc, moi, je pense que ce système est un système qu'il faut revoir. On n'est pas sorti de cette ère-là où le colon blanc est parti en laissant le colon noir. Où des gens ont des titres, mais ils n'ont même pas les capacités de les assumer. Parce qu'ils se contentent du titre et ils se contentent de l'argent. Il faut donc changer les choses. Il faut comprendre que même dans nos ministères, on trouvait des coopérants, on trouvait ceci, on trouvait cela. Et le ministre est aujourd'hui au Cameroun, c'est quelqu'un qui vous dit « je ne peux rien faire parce que la présidence a bloqué ». Vous voyez donc un système comme celui-là, où on renvoie la balle, où on n'assume pas des responsabilités, même quand bien même on est nommé à un poste de responsabilité, ça pose un certain nombre de problèmes. Et je reviens encore comme mon ami sur le problème de la CAN. On l'a vu. C'est-à-dire que c'est une guerre sans merci entre les structures de la présidence et les structures des ministères. C'est une guerre où les Camerounais
subissent inutilement des problèmes de ces élites qu'on appelle des forces égoïstes de positionnement. Quand quelqu'un occupe un poste de directeur, il a la possibilité d'avoir ces émoluments, comme ils disent, article 2, n'est-ce pas? C'est suffisant pour lui. Sinon, comment peut-on expliquer comment une entreprise comme Camtel peut avoir des déficits pendant que MTN et Orange font des bénéfices? C'est difficile à comprendre. Vous voyez? Mais quand on y revient en profondeur, on doit pouvoir aller puiser dedans comment ces entreprises-là sont dirigées, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc l'ENAM, qui est une école de prolongement de la colonisation, se retrouve parce que ce monsieur qu'on a enlevé se pose la question de savoir on m'a enlevé pourquoi. C'est les Camerounais qui disent qu'il y a eu ceci, cela. Lui, il se pose la question de savoir on m'a enlevé pourquoi. On ne devait pas m'enlever. Vous comprenez? C'est comme ça fonctionne. Ok, sur la carrière de Linus Toussaint, c'est oui, moi je veux dire que oh non, pourquoi on a vu des gens. Mais il y a quand même eu 2 ministres de la République qui étaient là, les assiégés. Et alors, on a vu des gens qu'on a enlevés ici avec fracas. On a cru que leur carrière politique était terminée. Et puis, quelques temps après, on les a vus réapparaître. Donc, enlever quelqu'un à un poste de responsabilité ne préjuge pas de ce qu'il ne sera plus jamais à un poste de responsabilité. Par contre, j'ai beaucoup de... je suis mal à l'aise avec la légèreté que je vois le jeune Jonathan prendre les malheurs qui arrivent aux autres dans un système et qui sont des avertissements pour nous de la logique de ce, la logique de ce système. Au fait, au nom de quoi, quand vous enlevez quelqu'un, vous devez avoir une série de décisions qui n'ont pour seul effet que de l'humilier. Pourquoi? Quelle est cette culture? Et même la constitution de notre pays, c'est toi qui voulais les lois. Même la constitution de notre pays. Pourquoi lui demander de ne pas avoir accès à son bureau? C'est l'humilier? La constitution, oui, ça fait partie de cela. La constitution dit que... Il n'est pas le premier. Hein? Attends. Dans le préambule, oui, toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. L'intégrité morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances, y compris quand on t'enlève, avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements qui lui est inhumains ou dégradants. Pourquoi on laisse prospérer dans le pays la culture de la dégradation, de jeter l'opprobre? On a enlevé quelqu'un. Vous savez qu'il faisait des choses mauvaises pour le pays. Vous n'avez pas pris de dispositions pendant qu'il est en fonction pour accéder aux informations compromettantes, le mettre en examen, engager des poursuites. C'est le jour où vous l'enlevez que vous commencez une série de mesures rendues populaires à l'effet de jeter de l'opprobre. Rien ne vous dit que ce monsieur sera poursuivi en quelque manière que ce soit. Il y a beaucoup de gens qu'on enlève ici, personne ne les poursuit. Et votre discours, vous semblez encourager la politique de la chaise vide. Non. Dorénavant, on a des passations. Je vous ai dit au départ que nous sommes là dans la preuve des dysfonctionnements, des pots de banane, la culture de l'intrigue. Ce monsieur réagit à quoi? Il est dans une réaction. Lui parle d'une réaction il a parlé de protestation. Non, il y a protestation. Pourquoi? Protestation de quoi? Le jour où on te nomme, tu sais que l'acte qui te nomme peut t'enlever. Le jour où on te nomme, le chef de l'État, tous ces gens, ils ont accepté un système où, quand on te nomme, on ne te consulte pas. Tu apprends seulement que tu es nommé. Comme tu acceptes d'être nommé comme cela, en réalité, ta protestation n'est pas légitime quand on t'enlève de la même manière. Et vis-à-vis du peuple, personne ne vous a dit pour quelle raison on l'a enlevé. On avait enlevé le ministre qui vient de partir des transports, Nebengo. Il était à la défense. On l'a enlevé. Tout le monde a crié ici que c'était fini pour Nebengo. Puis on l'a retrouvé au transport. Et ceux qui sont les animateurs de cette culture de l'intrigue,
on commençait à dire qu'enfin, si on l'a mis au transport, c'est précisément parce que c'est pas le transport qu'on fait souvent sortir les ministres. Mais tous les autres ministres qui sont sortis du gouvernement ne sont pas d'abord passés par le transport. Okay. Donc nous sommes, pour nous qui luttons pour le changement de ce régime, nous voyons à travers toute cette théâtralisation des signes que ce régime est mauvais. Il n'est pas simplement mauvais parce qu'on vole de l'argent. Il est mauvais parce qu'il a agi dans les consciences. De telle sorte que des comportements inadmissibles qu'on ne trouve pas ailleurs, on les retrouve chez nous. Quand vous enlevez quelqu'un d'un poste de responsabilité, vous commencez à fermer son bureau. Mais pourquoi j'ai appris dernièrement qu'on a enlevé à la veille du remaniement, on a pris les passeports des ministres et patati patata. On ne sait déjà pas si c'est vrai ou si c'est vrai. Mais c'est devenu dans notre pays comme notre façon, notre marque d'existence. Au Cameroun, quand tu es ministre, le jour où on t'enlève, il y a de la suspicion sur toi. Personne ne sait si on t'a enlevé parce que tu travailles mal. Puisque dans l'acte de révocation, on ne dit pas les raisons pour lesquelles on doit relever ce monsieur de ses fonctions. Okay. Ne soyez pas surpris que demain, il soit nommé ailleurs. Ok, Jonathan, on va un peu parler de foot. Aujourd'hui, on est plus sûr d'avoir 2021. Comment comprendre ce langage-là de la CAF? Je ne veux pas incriminer le président. Je parle de la CAF. La CAF, la Côte d'Ivoire a porté plainte devant le TAS et le TAS a confirmé que la CAN sera en Côte d'Ivoire. Donc, le Cameroun... C'est pas encore arrêté. C'est pas arrêté, mais c'est une conséquence logique qui devra faire suite à tout ce qui s'est passé là-bas. Le Cameroun sera-t-il l'organisateur de la Coupe du Monde 2021? C'est beaucoup moins sûr maintenant. C'est beaucoup moins sûr. La Côte d'Ivoire devra mettre les moyens pour que cela se passe chez eux. Le Cameroun n'est plus très sûr à ce niveau. Ça, c'est ce que je peux dire sur ce point-là. Le Cameroun, on a voulu nous contenter en nous enlevant, mais c'était un peu comme l'enfant à qui on tend la carotte après la bastonnade, quoi. Okay. Donc la CAF a joué avec l'ego du Cameroun et peut-être ça a marché. Okay. Oui, je dois dire que les Camerounais en principe aiment se faire tromper. Ils aiment se faire tromper parce que dès le premier jour, quand on a retiré cette canne au Cameroun, il n'y a que des rêveurs qui pensaient qu'on peut l'organiser en 2021. Ce n'est pas possible parce que nous ne sommes pas dans la dictature de la CAF. Il y a des pays qui savent respecter, n'est-ce pas, les calendriers. La Côte d'Ivoire dit qu'elle peut la faire en 2021, donc ce n'est pas la peine de rêver. Le Cameroun n'organisera pas cette canne. Okay. Sinon, on entrera dans une dictature qui n'a pas de nom et qui va payer le prix. Ok. Bonsoir, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, on a lancé le débat sur ce plateau. On imagine que vous allez le prolonger dans 100% football. Bien évidemment, vous l'avez dit, CAN 2021, la Côte d'Ivoire fait perdre son latin au président de la CAF, Ahmad, après avoir publiquement annoncé que cette CAN avait été retirée à la Côte d'Ivoire pour être attribuée au Cameroun. Se ravise désormais dans une sortie publique le président de la Confédération africaine de football, après que la Côte d'Ivoire a décidé de saisir le tribunal arbitral de sport. Ahmad affirme désormais que rien n'est encore officiel. Pour l'instant, la CAF travaille à la réattribution de l'organisation de la CAN 2019 et que pour 2021, on verra cette CAN qui a été attribuée en 2014 à la Côte d'Ivoire au même moment où celle de 2019 était attribuée au Cameroun et celle de 2023 à la Guinée Conakry. Dans cette édition de 100% Foot, nous parlerons aussi des coupes africaines interclubs, mi-figue, mi-raisin. C'est comme ça qu'on juge les prestations des clubs camerounais, 2 engagés à la Coupe de la Confédération et à la Ligue des Champions. Coton Sort de Garo en Ligue des Champions a perdu en Égypte 0-2 face à Ismaïla du Caire. Match aller des scènes de finale de la Ligue des Champions, alors que New Star de Douala a réussi à ramener un point de Tunis lors de son match aller des 16e de finale de la Coupe de la Confédération contre Al-Ahly de Tripoli. Fédération camerounaise de football, c'est finalement ce mardi que Seydou Mbomponjoa et son équipe vont prendre le pouvoir à la Fédération camerounaise de football. Sera lors d'une cérémonie de passation de service qui va avoir lieu ce mardi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Les chantiers énormes attendent Seydou Mbomponjoa. Nous en parlerons ce soir avec nos invités sur le plateau 100% Foot, comme nous reviendrons sur ces awards de la CAF qui vont avoir lieu le 9 janvier
janvier prochain du côté de Dakar au Sénégal, avec des footballeurs camerounais nommés. Un seul chez les messieurs, il s'agit du gardien de but de l'Ajax Amsterdam, André Onana, et des Lions d'Indomptable du Cameroun, alors que chez les dames, elles sont deux, Gabriel Abou-Diongene et Fedio Raissa. Voilà, merci. C'est 100% football tout à l'heure, après qu'il en soit. Avec nos invités, bien évidemment, oui. Un entraîneur de football, Joseph Monté, et un journaliste de sport qui était présent à Accra, au Ghana, lors de la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est le 30 novembre. Voilà, qui avait décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Voilà, tout à l'heure, 100% football avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Nous, on va terminer avec vous, Albert Limbelobé, et faut-il qui brûle d'envie depuis de parler de cette CAN. D'abord, vous, Albert Limbelobé. Comment comprendre ce discours? Nous avons eu l'opportunité, l'Afrique nous a donné l'opportunité d'organiser la fête de football pour l'Afrique. En 2014, ça nous a dépassé. Au moment où on nous donnait ça, d'après votre commentaire, on a aussi donné à la Côte d'Ivoire pour 2021. Et le Cameroun, c'est ça. On n'est pas en train d'apprendre maintenant que c'est à la Côte d'Ivoire qu'on a donné pour 2021. Quand on nous donne, qui nous dit que voilà, vous aurez 2021. C'est en 2014, au moment où on nous attribuait, on a aussi attribué à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Je ne comprends pas cette posture qui veut que si nous avons perdu notre opportunité par nos propres agissements, qu'on veut que la Côte d'Ivoire aussi perde son opportunité. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Non, c'est la CAF qui a dit. Non, la CAF, vous venez de nous instruire sur la question. Oui, merci. On va revenir sur ce débat. Le comité exécutif indique qu'il n'a pris aucune décision en ce sens. Ok, merci. Les spéculations de monsieur le président de la CAF pourraient être simplement ces déclarations qui n'engagent que lui. Ok, merci. Rapidement, Poutine, pour sortir. Oui, on est arrivé au terme. Moi, je vais juste dire que s'il faut dire organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, sais-je même en 2021, s'il faut dire être prêt, on ne sera pas prêt. Okay. Il faudrait qu'on cale, on ne sera pas prêt. Merci. Sur la base des infrastructures qui doivent accompagner les stades, on ne sera pas prêt. Voilà, merci. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin et qui n'en soit première de la semaine. Rendez-vous demain 19h. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Olama.